Bonjour à tous et bienvenue sur ce test de Space Marine 2, un jeu que j'attendais particulièrement cette année et qui est la suite du premier opus sorti en 2011. Et oui, ça fait longtemps. Space Marine 2 a 3 modes de jeu différents qu'on va voir dans cet ordre. Le PVP, Player versus Player, où vous pouvez vous taper dessus avec des potes contre d'autres potes. Les missions PVE, Player versus Environment, que j'aime bien appeler missions secondaires parce qu'elles se déroulent en parallèle de la campagne, et vous l'aurez deviné, le mode campagne. À partir des missions secondaires, il pourrait y avoir des spoils mineurs sur la campagne, et la campagne, je vais devoir vous la spoiler pour faire le test. Les chapitres sont écrits là sous la vidéo, comme ça vous êtes avertis pour les spoilers. Allez c'est parti, on commence avec le PVP. On aura 3 modes de jeu en PVP. Le basique, tuer tout le monde, où il faut tuer tout le monde, enfin les adversaires, puisqu'on est sur des équipes de 6 contre 6. Le minimum pour lancer une partie étant de 3 contre 3, et quand vous lancez une partie à 3 contre 3, il peut y avoir d'autres joueurs qui vont rejoindre votre partie pour arriver à un 6 contre 6. Le but étant d'avoir plus de kills par équipe que l'équipe adverse, soit à la fin du temps imparti, soit en arrivant avant à la limite de kills préétablie par la partie. Ensuite, on aura le classique capturer et contrôler, où il y aura un objectif à prendre et tenir pendant le temps requis, et pendant que vous le tenez, vous gagnez des points. Ensuite, l'objectif se déplacera sous 3 emplacements possibles sur la map. Comme pour le mode précédent, ceux qui ont le plus de points à la fin du temps imparti gagnent, ou alors si vous arrivez avant à le maximum de points fixés. Et enfin, on aura occupation de terrain qui sera dans la même veine que le précédent mode, mais avec 3 objectifs disponibles en même temps sur la map. Il faut prendre les objectifs et les garder. Quand vous prenez un objectif, il restera sous votre contrôle, mais les amis pourront venir le récupérer. Plus vous avez d'objectifs, plus vite vous marquez des points, et pareil qu'avant, avant le temps imparti, vous atteignez la limite de points, ou alors ceux qui en ont le plus à la fin du temps imparti. Sachant que peu importe le mode de jeu, je n'ai encore jamais fait de partie qui se finisse au timer, et je joue assez énervé depuis 3 jours en PVP. On ne pourra jouer que des Space Marines ou des Space Marines du chaos, mais d'un côté j'ai un peu envie de vous dire, le jeu il s'appelle Space Marines 2, donc c'est plutôt logique. Que ce soit pour le PVE ou le PVP, vous allez avoir accès à 6 classes différentes pour pouvoir faire des 6 contre 6 très énervés ou des 3 players ensemble contre le jeu. Chaque classe est unique avec sa capacité spéciale, ses armes disponibles et son style de jeu. Il y aura les armes de tir principales, les armes de poing, les armes de corps à corps. Et en fonction de votre classe, vous aurez aussi plus ou moins d'armure et donc de résistance aux coups. Plus vous avancerez dans les classes, plus vous pourrez débloquer d'armes pour celles-ci. Et ce qui est bien, si jamais vous n'avez pas envie de commencer des parties PVP un peu déséquilibrées parce que certaines armes sont quand même un peu plus fortes, vous pouvez aller farm comme un salaud sur les parties PVE et les faire en boucle pour avoir le plus de points et débloquer le plus d'armes possible avant d'aller tout défourailler en PVP. On va maintenant voir les 6 classes et on commencera avec la classe tactique qui est plutôt polyvalente et assez forte, surtout au début grâce au Saint-Bolter. Une arme vraiment bonne puisqu'elle fait pas mal de dégâts avec une bonne cadence de tir. On restera plutôt aussi cool sur le corps à corps avec l'épée tronçonneuse qui est une bonne arme, Comme toutes les classes, on aura de meilleures armes à débloquer au fur et à mesure. Toutes les classes auront leurs spécificités et leurs armes uniques à débloquer, même si rarement certaines peuvent en partager. Comme par exemple l'épée tronçonneuse, mais c'est normal, c'est plutôt l'arme de corps à corps de base d'un Space Marines. La capacité spéciale de la classe tactique va être l'analyse Auspex qui, dans une zone que vous définirez en la lançant, vous donnera l'entièreté des informations sur cette zone-là, c'est-à-dire que vous pourrez voir les ennemis à travers les murs, comme vous voyez vos alliés, etc. etc. C'est assez énervé et plutôt utile au niveau des stratégies. Et bien évidemment, comme vous faites Space Marine contre Space Marine du chaos, chaque classe aura sa version Space Marine du chaos, bien évidemment. Ensuite, on trouvera la classe d'assaut avec le jump pack qui permet de voler dans les airs par bond. Alors c'est limité, sinon ça serait beaucoup trop fort, mais c'est quand même assez sympathique et plutôt fort. Le prix à payer pour ça, ça sera de ne pas avoir d'arme de tir principale. Vous avez la plus grosse des armes de corps à corps avec le marteau Thunder et les gantelets énergétiques. Ça fait hyper mal, mais c'est assez lent donc ça compense, et comme vous ne pouvez tirer qu'avec le petit pistolet bolter, c'est plutôt équilibré. J'ai pas encore parlé des cosmétiques, mais vous pouvez débloquer divers cosmétiques pour vos armes. Enfin, que pour les armes des Space Marines, parce que pour les Space Marines du chaos, ça sera rien du tout, et ça viendra sûrement plus tard, en tout cas, j'espère. Mais pour vos Space Marines, vous pouvez avoir plein de looks différents. Vous avez des looks bien sympas aux classes les plus hautes, et pour ça, il faut gagner X parties avec cette classe et payer les points d'XP que vous gagnez à chaque partie. Vous pouvez aussi débloquer pas mal de cosmétiques pour vos pièces d'armure, avec certains qui sont quand même assez jolis, notamment dans la classe des snipers qu'on verra juste après.
On va ensuite avoir la classe avant-garde qui est bien stylée grâce à son truc spécial qui est le lance-grappin. En gros, ce sont des rivers pour être loyaliste, et ce qui est rigolo, c'est que pour les SMC, ils ont pris un berco de cornes. Ils vont avoir une petite carabine bolter qui tire bien moins fort que le bolter de la classe tactique, mais tout aussi rapidement et qui peut être quand même vraiment pas mal. Le couteau de combat est moins fort que l'épée tronçonneuse, mais plus rapide. Et au global, c'est une classe qui est quand même assez agressive. Surtout, en fait, c'est le lance-grappin qui change tout, puisque quand vous grappez un ennemi, il ne peut plus bouger jusqu'à ce que vous lui arrivez dessus. Et ça, c'est assez fort. Cependant, vous, pendant le trajet, vous pouvez récupérer des dégâts. Vous voyez par contre qu'on est que sur une classe d'armure 2, donc dès que vous faites un petit peu tirer dessus trop vite, ou taper trop fort par une classe assaut qui aura un marteau de Thunder, vous allez prendre vraiment tarif. Vous êtes un petit peu en carton. Mais vous êtes quand même plutôt agile, plutôt rapide, et le grappin, vraiment un truc très sympathique que j'aime beaucoup. Une très bonne mécanique, et qui plus est, vous n'êtes pas obligé de grapper que les ennemis, mais aussi certaines parties du décor pour vous déplacer plus vite. Ensuite, on trouvera la classe Rempart qui est quand même assez pétée avec son bouclier. Vous voyez que la classe d'armure est la plus élevée, on est à 4. Cependant, également ici, vous perdez accès à l'arme de tir principale, vous êtes quasiment que corps à corps, mais vous êtes aussi la seule à avoir l'accès au pistolet plasma, ce qui est quand même assez énervé. Mais le truc assez fou, c'est qu'en fait, quand on court avec cette classe, il met son bouclier devant, et l'invulnérable, bah, tu la sens bien parce que tu es insensible à l'entièreté des armes de tir, au moins jusqu'à un certain nombre de tirs. Ça peut finir par péter, mais il faut quand même y aller assez fortement. Au niveau du corps à corps aussi, t'es pas en reste avec accès à épée tronçon énergétique et le gantelet, pas le marteau Thunder, faut pas abuser, mais c'est quand même assez énervé. Sa petite aptitude spéciale sera de planter la bannière qui régène de manière assez ahurissante votre armure, ce qui veut dire que quand vous avez le bouclier levé et que vous avez la bannière en même temps, vous êtes quasiment invincible. Heureusement, la bannière ne dure pas si longtemps que ça. On trouvera l'avant-dernière classe tireur d'élite qui va avoir le fusil bolter de sniper en arme de base et qui ira jusqu'au fusil laser qui est un petit canon laser avec là les cosmétiques que je trouve les plus stylés, mais c'est parce que j'adore les capes, vous le savez si vous écoutez mes vidéos d'habitude. Et c'est une classe qui va être assez intéressante avec sa capacité spéciale de devenir tout simplement invisible. Et quand je vous dis invisible, c'est que vous, quand vous l'êtes, vous voyez un petit peu les traits de votre personnage, mais quand vous vous faites tirer dessus par un gars qui est invisible, on ne le voit, mais alors pas du tout. C'est vraiment bien fait. Heureusement, c'est bien évidemment pas très long. Et l'arme de fusil bolter de sniper, parce que j'ai pas encore débloqué le reste, est une des armes les plus puissantes du jeu. Si vous êtes sur autre chose que la Rempart qui a 4 d'armure ou le soutien qui a également 4 d'armure, si vous arrivez à faire un tir dans la tête, un headshot comme on dit, eh bien c'est mort instantané. Après, c'est pas facile à faire les headshots. Sinon, il suffira de 3 à 4 coups la plupart du temps pour tuer un ennemi avec votre sniper, ce qui est quand même pas mal. Mais ça a une cadence de tir vraiment très limitée. Et vous avez aussi 2 d'armure, vous êtes un petit peu en carton, donc on va privilégier bien évidemment le tir de loin, mais c'est normal, c'est sa classe. Et enfin, en dernière classe, on a la classe lourde, où vous êtes la seule à avoir une armure gravis, très énervée, avec accès cette fois aux armes lourdes, mais en contrepartie, aucune arme de corps à corps. Quand vous voudrez vous battre au corps à corps, vous mettrez des coups de bolter lourd ou de multifuseur quand vous aurez débloqué multifuseur, mais vous n'avez pas d'épée tronçon ou d'armes de corps à corps. Cependant, vous avez beaucoup d'armure de base et aussi un des trucs les plus pétés du jeu, je trouve. Heureusement, encore une fois, ça ne dure pas longtemps, mais c'est le halo de fer. Ça va déployer un bouclier devant vous, heureusement c'est que devant, qui va littéralement bloquer l'entièreté des tirs, même les plus forts, du genre le tir de sniper, le multifuseur si vous avez quelqu'un en face, ou autre. C'est assez énervé. Au niveau des cosmétiques, j'ai un truc assez stylé, mais c'est parce que j'ai le DLC. Avec la version review, j'avais accès au DLC, et quand vous avez le DLC, vous avez un petit truc exprès pour la classe lourde, et seulement celle-là, qui est la version capitaine, est assez stylée. Et le truc que j'aime bien aussi, c'est que dans la version SMC, on est sur la Death Guard de base, et sur une armure Breacher qui est pas très chaotique. Est-ce que ça serait pas un petit hint pour une sortie future? Je ne sais pas, je vous le demande, j'espérerais vraiment. J'aimerais trop voir des Breachers à 40k, ça serait magnifique. Et voilà pour les 6 classes qui, je vous le rappelle, sont partagées entre le PvE et le PvP. Au niveau du PvP, il n'y a pas énormément de maps, mais elles sont vraiment très sympathiques. Elles ont toutes à peu près le même délire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une pièce centrale et 2 pièces sur les côtés qui sont assez souvent en extérieur. Il y a des maps qui sont un peu plus propices que d'autres. Je pense notamment à la bibliothèque qui est très propice au assaut, c'est-à-dire que la map entière est très élevée. Vous pouvez faire du jetpack de partout, c'est vraiment bien. Et en plus, avec certains endroits, vous pouvez carrément gagner énormément de temps avec la classe assaut ou encore la classe Vanguard. Avec le grappin, vous pouvez aussi vous déplacer beaucoup plus vite.
Donc certaines maps vont favoriser telle ou telle classe. Mais vous inquiétez pas, vous êtes à 6 contre 6 et on ne peut prendre que 2 fois la même classe par une équipe. Donc aucune chance de vous tomber contre 6 d'assaut, c'est pas possible. Au niveau de toutes les parties que j'ai faites, il y a vraiment des trucs très sympathiques. Moi, mon truc préféré, ça va être capturer et contrôler avec les 3 objectifs en même temps. Je trouve que c'est le truc le plus stratégique, même si j'aime bien aussi anéantissement, hein, se taper dessus comme des malades. C'est toujours un petit peu sympathique. Cependant, parfois, et je pense que ça fera ça pendant quelques temps, on tombe contre des joueurs qui sont littéralement beaucoup trop forts. Il y en a qui font des ratios de 21 kills pour 2 morts. C'est incroyable. Mais ça, c'est le temps que l'elo, entre guillemets, se développe, je présume, et que vous puissiez tomber contre des joueurs de votre trempe. Sauf que là, on est tous avec des armes de base, et avec la même classe, il y en a qui arrivent à faire 20 kills, 0 mort, et d'autres qui arrivent à faire 1 kill et 20 morts. Donc c'est pas forcément tout de suite très équilibré, mais je pense qu'avec le temps, ça va assez vite venir. Cependant, ça arrive aussi de gagner avec des gens qui sont très forts en face, juste parce que certaines autres personnes dans son équipe ont mal joué. Bref, ça reste quand même très sympathique, malgré parfois certaines petites frustrations, mais j'ai un peu envie de vous dire, dès que vous jouez en PVP, il y a toujours de la frustration. Personnellement, moi, mon ressenti, c'est que je peux vraiment enchaîner les parties d'affilée sans être trop frustré, parce que d'une partie sur l'autre, en fait, au pire, vous changez de lobby et vous tombez contre d'autres personnes, et c'est très marrant. C'est vraiment un jeu que j'affectionne beaucoup et que je trouve très sympathique. On va maintenant voir les missions en PvE, vous en avez 6 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se passe en parallèle de la campagne. C'est-à-dire que dans la campagne, vous avez Titus et ses 2 copains qui vont faire des trucs et de temps en temps, ils auront besoin d'aide sur un autre pan du champ de bataille. Et c'est là que votre équipe arrive. C'est une équipe de 3, exactement comme dans la campagne, sauf que là, vous avez accès aux différentes classes et vous allez devoir faire des missions qui sont similaires aux missions de la campagne, c'est-à-dire que vous avez un petit couloir, vous faites votre mission, vous avez l'objectif, vous avancez, vous récupérez des munitions, etc. Vous défoncez des tyrannides et ou des Southern Sons à plus savoir qu'en faire. Vous accomplissez l'objectif et hop là, on repart à la barge. Les missions sont fort sympathiques et disponibles en 4 niveaux de difficulté et si vous faites les 4 niveaux de difficulté, plus vous les faites, plus vous aurez accès à des points d'XP qui vous permettront d'acheter des cosmétiques un peu plus tard ou même de débloquer des armes. Certains points sont donnés quand vous passez les niveaux, mais ça va, c'est bien fait. Si vous passez un niveau qui vous permet de débloquer une arme, on vous donne le point qui va bien, heureusement. Si vous voulez pas du tout faire spoiler la campagne, je vous conseille de ne pas toucher ces missions opérations avant d'avoir fini la campagne, puisque vous le verrez, Titus vous en parlera en fait pendant la campagne, et au moins vous ne serez pas spoilé. Cependant, c'est pas non plus très grave, et ce qui est aussi assez intéressant, c'est qu'on peut trouver d'autres ennemis qu'on n'avait pas dans la campagne de base. Attention du coup, spoiler par rapport à la campagne, je vais prendre l'exemple du tyran des ruches que vous devez vous taper dans les missions opérations avec vos 3 classes, et que Titus envoie juste de loin en fait quelqu'un le faire. Et le tyran des ruches, je te jure, il est bien plus énervé dans le jeu que sur le champ de bataille. C'est quand même assez dingo parce que quand tu le vois, il a déjà perdu un bara, il s'est fait pris un pont sur la tronche, il marche encore et tout, et il te décalque, vraiment... ouf. Mais très sympathique, visuel vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé cette mission. Normalement, si votre jeu est bien fait et qu'il n'y a pas de bug, mais on sait jamais, quand les opérations sont disponibles, c'est que si vous avez fait assez de campagne, mais dans le doute, faites attention, et surtout ne cliquez pas sur partie rapide si vous n'avez pas fini la campagne, parce que partie rapide en fait vous donnera accès à une partie déjà lancée par d'autres personnes qui soit sont parties seules avec des bots et attendent d'autres joueurs pour la faire, soit des personnes qui auraient quitté une partie et qui du coup seraient remplacées vite fait par un bot, mais bon, c'est mieux d'avoir un autre humain. Et donc, quand vous faites partie rapide, vous pouvez tomber sur n'importe laquelle des 6 missions. Donc c'est quand même mieux d'avoir fait la campagne avant pour être au courant de l'histoire et pas vous faire spoiler. Même si encore une fois, voilà, si vous tapez le tyran des ruches sans savoir ce qui s'est passé, vous vous dites juste, bon il y a un gros tyrannide là, c'est assez marrant, et les dialogues sont très peu explicites sur la campagne, c'est juste des trucs du genre « Oh, le sergent Titus nous a dit de faire ça parce qu'il faut faire ci et ça, voilà, terminé. » Donc ça va, c'est pas non plus des gros spoils. Et en parlant depuis tout à l'heure, on va pouvoir enfin parler de la campagne. Ça va être full spoiler de la campagne, puisque de toute façon, comme je vous ai déjà dit, le jeu c'est quasiment toujours la même chose, que ce soit dans le PVP, dans le PVE ou dans la campagne, on est sur le même style de jeu. Pour les missions ou les missions de campagne, c'est la même chose, vous avez des missions couloirs, vous avancez, c'est pas un open world, vous avancez, vous défouraillez, faites les objectifs, tenez quand il faut tenir, détruisez quand il faut détruire, et hop, on rentre à la barge et on fait une nouvelle mission. C'est surtout l'histoire qui va être très important dans la campagne, et c'est ça que je vais commenter maintenant.
Alors la campagne commence avec un Space Marine de la Death Watch, et déjà je m'y attendais pas trop parce que je pensais qu'on allait jouer Titus en mode ultramarine comme on nous l'a montré dans la bande-annonce tout de suite. Et bien pas du tout, je me suis dit bon bah c'est parce que c'est la mission Tito, c'est assez rigolo. On notera que ce Space Marine de la Death Watch n'est pas un Primaris, on est sur un vétéran Space Marine de la Death Watch, exactement comme les figurines, qui sont en armure MK8, MK9, je sais plus, mais c'est l'armure toute jolie, la toute dernière qu'on avait eue avant les Primaris. Et donc on fait la première mission qui est une mission tuto où on va voir un petit peu la plupart des ennemis du jeu, ceux qu'on verra le plus en tout cas pour la race des Tyrannides, parce que le Space Marine du Chaos ça arrivera un peu plus tard. Et donc on va pouvoir apprendre les mécaniques de base du jeu, comment pousser les environnements, tuer les petits gaunts, comment parer, attaquer, etc., etc., tout en réussissant la mission qui est de récupérer l'arme auprès de vos collègues, trouver aussi vos collègues d'escouade bien évidemment, mais malheureusement ils sont tous morts, et là, plot twist révélation à la fin, le Space Marine qu'on joue depuis le début, qui est quand même assez stylé avec sa petite chaînette de la Death Watch et sa cape derrière, et sa capuche surtout, j'adore les capuches, va enlever son casque et boum, on est sur Captain Titus, sauf qu'il n'est plus capitaine du tout parce qu'il a été rétrogradé depuis Space Marine 1, il a été du coup congelé je crois, il y a toute son histoire dans le White Dwarf numéro 498 si je dis pas de bêtises, et puis il a servi dans la Death Watch pour faire pénitence bien évidemment, et donc du coup on se retrouve contre des marées de Tyrannides et tout, je me dis putain mais c'est rigolo comment on va faire pour avoir Titus Primaris alors que là il est pas Primaris, dans tout ça là, quel est le truc? Et là, un Carnifex arrive et il va vous donner la réponse, il vous décalque. Alors bon, dans l'histoire, dans le jeu, il faut survivre le plus longtemps possible, mais le Carnifex aura raison de vous, il vous fera une blessure mortelle. Et hop là, on se réveille dans un petit vaisseau, à côté d'un petit chapelain du chapitre des Ultramarines, parce qu'il était juste à côté, ça tombe bien, c'est normal, et on vous apprend que vous êtes devenu un Primaris, vous avez passé la chirurgie Rubicon. Et j'ai trouvé ça vraiment stylé, parce que si vous jouez pas à Warhammer 40 000, que vous ne connaissez pas les Space Marines, on vous dit juste que vous avez passé la chirurgie Rubicon et que du coup, on vous a un petit peu découpé dans tous les sens et que vous êtes devenu un meilleur Space Marine. Mais si vous jouez Space Marine et que vous connaissez un petit peu l'histoire et tout, vous dites « Oh, mais c'est trop bien, c'est pour ça que Titus est devenu un Primaris. On ne me l'a pas fait hors champ. » Et ça, c'est assez marrant. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que très souvent, dans la communauté, il y avait des gens qui avaient râlé en mode « Ouais, quel gars, il aurait dû crever, mais hop là, boum, il passe le Rubicon, c'est facile. » Et à chaque fois qu'il y a un personnage qui est dans la merde, boum, il passe le Rubicon, c'est facile. Mais on voit en fait, là, visuellement, à quel point c'est fort, le Rubicon. Parce que le pauvre Titus, il s'est vraiment fait décalquer. Et hop là, Rubicon, terminé, c'est reparti. Et ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup. Après quelques cinématiques, on se réveille donc dans la barge de commandement et c'est là que tout va se passer. Vous pouvez, dans cette barge de commandement, changer de mode de jeu pour aller vers les modes PvE et PvP que je vous ai expliqué un peu plus tôt, ou continuer tout simplement la campagne. Quand vous êtes avec le personnage de Titus, vous avez accès à beaucoup plus d'espace que quand vous êtes avec un personnage lambda des Ultramarines, et c'est avec ces accès supplémentaires que vous allez avoir toutes les cinématiques et tous les trucs intéressants de l'histoire. Et à partir de là, en fait, vous allez être envoyé sur diverses missions pour aller tuer du Tyrannide, puis un peu plus tard du SMC, depuis la barge de commande. C'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet en fait de vraiment bien sectoriser les missions, puisqu'on est dans un jeu où de couloir avec des missions à faire et vous partez d'un point A, vous arrivez à un point B et hop, terminé, vous avez fait la mission. Ça aurait été un petit peu bizarre, un petit peu comme dans le 1 où vraiment ça continuait, tu faisais vraiment le tour de la planète. Là non, on y va, on fait l'opération et on revient à la barge pour avoir des nouveaux ordres, une nouvelle opération, etc. Je trouve que c'est un peu plus réaliste et c'est quelque chose que j'aime bien. Les missions de la campagne sont donc quand même assez faciles niveau scénar, vous allez devoir récupérer un technoprêtre qui a un peu trop forcé sur la découverte on va dire, hein. C'est un petit peu ça, j'essaie de pas non plus trop vous spoiler, même si je vous spoiler quelques petits moments assez épiques et majeurs, surtout au niveau de la fin, et donc les missions vont quand même assez souvent se ressembler, hein. Vous allez avancer, buter du Tyrannide, avancer, buter du Tyrannide, on va avoir deux trucs assez intéressants qui vont être parfois de tenir une position avec des vagues et des vagues et des vagues de Tyrannides, et c'est vraiment incroyablement stylé. Genre les Tyrannides en termes de masse sont vraiment très bien faits, c'est un des points forts du jeu les plus énervés.
Cependant, les missions un peu reloues avec les gargouilles qu'il faut buter, qui sont sur un truc là pour en train de le défoncer, il faut leur tirer dessus d'un peu loin avec d'autres ennemis à côté. Au niveau de la difficulté un peu plus avancée, c'est très dur parce que l'IA adverse en fait va plus vous cibler vous que cibler vos deux compagnons. Et donc du coup, c'est un poil compliqué. Cependant, si vous la faites en coopération, là l'IA est un peu plus équilibrée on va dire et va cibler les 3 joueurs humains en fait, parce que l'IA ne se cible pas trop elle-même. Et là, ça devient un peu plus facile, enfin, en tout cas plus réalisable en termes de coop de faire ça, parce que sinon les gargouilles en fait ça défonce les trucs assez rapidement, vous n'avez pas le temps de les tuer parce que vous avez trop d'ennemis qui vous arrivent dessus, ils vous focus tous, et donc du coup c'est quasi impossible de réussir ces trucs. Justement, les ennemis, parlons-en. Il y a des trucs quand même assez stylés et qui sont respectés au niveau du lore et tout, que j'aime beaucoup, comme par exemple les synapses. Chaque guerrier tyrannide est un petit peu synapse, et quand vous butez un guerrier tyrannide, les Gaunt, que ce soit des Ormagaunt ou des Termagaunt à côté de lui, vont mourir d'un seul coup, parce qu'en fait ils perdent la connexion et ils sont capoutes. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça marche aussi avec les zoanthropes et autres créatures un peu plus énervées qui ont la règle spéciale synapse d'habitude. Au niveau du bestiaire, donc, vous allez croiser des Ormagaunt et des Termagaunt. Là, c'est vraiment le truc que vous allez défourailler à plus savoir qu'en faire. Il y a du sang partout, ça gicle et tout, c'est très sympathique, ça détend. C'est vraiment pas mal. Les guerriers tyrannides, tu sens que c'est pas déjà la même histoire, hein. Pour les buter, il faut y aller quand même plusieurs fois. Quand vous aurez le sniper, il faudra mettre plusieurs tirs dans la tête, ce qui est quand même énervé, parce que normalement, le sniper, c'est l'arme la plus forte du jeu en termes de tir, sans compter les armes lourdes, bien sûr. Sinon, au corps à corps, ça va être quand même assez compliqué. Quand il vous tabasse assez fort. C'est vraiment un bon ennemi de base, mais le fait d'en tuer un et que les Gaunt à côté meurent, c'est très jouissif. Et puis, au fur et à mesure du jeu, ça va, c'est pas non plus impossible de les tuer. Les exécutions sont vraiment stylées, que ce soit des exécutions sur les Gaunt, sur les guerriers tyrannides, sur les zoanthropes ou encore sur les carnifex, c'est vraiment très jouissif. À chaque fois vous avez une petite animation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que vous êtes invulnérable pendant l'animation, donc si vous avez plus trop de vie et que vous êtes en train de vous faire dépasser et qu'il y a un ennemi à terminer avec du coup la petite cinématique d'exécution, faites-le, comme ça vous êtes bien et avec un peu de chance vous pouvez vous échapper juste après. De temps à autre, vous allez rencontrer des zoanthropes qui sont quand même assez relous parce qu'ils ont un bouclier, il faut vraiment tirer plein de fois dessus, ou alors avec des armes très fortes pour le briser, puis après briser le zoanthrope pour qu'il tombe à terre et que vous puissiez l'exécuter, ou alors le tirer dessus de loin et le buter. La première fois que vous rencontrez un lictor, c'est un boss, il est quand même assez énervé, et puis après on en rencontrera d'autres et ça ira. Les carnifex sont quasiment toujours des boss, hein, donc c'est-à-dire que vous avez une grande barre de vie au milieu de l'écran en haut pour le buter. C'est quand même pas mal dur à tuer, hein, ces trucs, c'est énervé, tu sens la bonne endurance, tu sens les bonnes attaques, etc. Mais c'est très jouissif, surtout de le défoncer. Et au niveau des bestiaires tyrannides, c'est à peu près tout ce qu'on a. Sachant qu'ils ont promis des nouveaux ennemis gratuitement dans le jeu, hein, même avec la plus petite version à arriver dans la roadmap, on devrait peut-être avoir d'autres tyrannides à défourailler un peu plus tard. À partir d'un certain moment de la campagne, quand vous trouvez le successeur du technoprêtre qui est déjà mort et que vous auriez dû trouver à la base, et que vous apprenez qu'il a fait ce qu'il ne devait pas faire au niveau de la recherche et de l'omnimésie, comme d'habitude bien sûr, eh bien vous allez remarquer qu'il a été manipulé par les Thousand Sons, qui sont du coup les deuxièmes méchants du jeu, le grand ennemi, les Space Marines du Chaos, Légion Thousand Sons. Au niveau des bestiaires dans les Thousand Sons, on va avoir des trucs assez stylés avec déjà les cultos, qui sont l'équivalent des Gaunt, hein, que vous allez défoncer dans tous les sens, puis les Tsangors. Et là, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on est sur une base de culto / Termagaunt, mais en quand même un poil plus compliqué puisqu'ils ont un bouclier. Et donc du coup quand vous leur tirez dessus qu'ils ont le bouclier, eh ben ils ont une très bonne armure et il faut tirer dessus plusieurs fois pour briser l'armure puis briser le Tsangor. Et ça c'est assez intéressant parce que du coup ça rend le deuxième petit ennemi assez compliqué. Et qui plus est, certains des cultos ont des armes lourdes et vous tirent dessus depuis assez loin avec des sortes de snipers ou je ne sais quoi. Et eh ben ça fait mal. Ça peut faire assez vite mal. Ensuite, ce qui remplacera le guerrier tyrannide de base, ça va être le rubrique marine, qui est quand même assez dur à buter, c'est normal, c'est un autre Space Marine, mais très jouissif parce que ça a respecté le fluff. Quand vous tuez un rubrique marine, il n'y a que de la poussière qui s'échappe de l'armure et il y a des bouts d'armure qui restent par terre. J'adore ça. Cependant, quand vous tuez l'aspirant sorcier, qui du coup va gérer l'escouade de rubrique marine, eh bien là, il y a du sang, parce que eux, ils sont pas poussière. Et ça, c'est très marrant. J'aime beaucoup ce petit détail
qui va pas apporter grand chose à quelqu'un qui ne connaît pas l'univers de 40K, mais qui va faire un très très bon clin d'œil à tous ceux qui aiment l'univers de 40K. Ensuite, en un peu plus dur, là on est presque sur l'équivalent, je dirais Zoanthrope, ça dépendra au final, mais il y a les Totors. Les Totors Thousand Sons sont quand même assez chiants, parce qu'en fait vous allez avoir des Totors de corps à corps qui vont vraiment vous courir dessus et vous défoncer, et des Totors avec arme lourde qui vont vous buter assez facilement de loin. Alors après, bon, j'abuse un petit peu, parce que moi j'ai fait la campagne en deuxième mode de difficulté sur 4, donc ça allait, hein, mais les Totors, c'est quand même un petit truc, quoi. Il faut leur tirer dessus plusieurs fois avec le sniper dans la tête pour les buter, c'est pas facile. Par contre, les animations de exécution pour l'entièreté des ennemis du chaos sont très très sympathiques, avec mention spéciale pour le Métabrutus, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que tu finis par l'ouvrir et aller chercher le Maritzmore à l'intérieur pour le décalquer, c'est ultra jouissif. Cependant, le Métabrutus, c'est dur à buter, hein, ça vous défonce, ça saute dessus, ça te met un coup de marteau, bam, t'es quasi mort, c'est très énervé. Je les ai pas affrontés en difficulté plus avancée, mais je pense que ça doit être quand même assez dur. Donc après avoir appris que le petit Tech Priest était manipulé par les Thousand Sons, on va continuer à s'enfoncer dans la planète et on voit que, encore une fois, ils ont fait ce qu'ils n'auraient pas dû faire, ils sont tombés sur un monde Nécropole Nécron qui est très joli et ils l'ont étudié et ils auraient pas dû. Et on apprend qu'ils se sont fait un petit peu défourailler. Mais c'était tout un plan prévu, bien évidemment, hein, c'est le changement par les Thousand Sons parce qu'ils avaient besoin d'un petit artefact pour ouvrir une énorme brèche. Ils vont donc réussir à s'en emparer, ouvrir la méga brèche, il faudra aller fermer la brèche. Là vous avez aussi les missions secondaires pour d'autres brèches, hein, bien évidemment, et vous allez devoir vous taper plein d'ennemis du chaos. Avec quand même une mention ultra spéciale à l'escouade qui est allée récupérer une vieille barge d'orbite, hein, pour aller l'enfoncer dans un des piliers d'argent des Thousand Sons. Mission incroyablement stylée. Malheureusement, quand vous faites la mission secondaire pour ça, vous n'avez pas la cinématique. La cinématique hyper stylée que vous voyez maintenant et que dans la campagne. Je vous invite donc fortement à faire la campagne parce que au niveau des cinématiques, c'est vraiment très joli. Et donc plus vous avancez, plus eh bien, le chaos gagne du terrain et commence à arriver à ouvrir des portails, ça déferle du warp, vous avez des Thousand Sons, des Tsangor, un petit peu tout qui se ramène, on commence à être vraiment dans la merde, ça s'ensuit à une scène assez épique du Last Stand des Ultramarines avec Titus qui tient la bannière, une petite scène où vous tirez que avec les pistolets, c'est un petit peu frustrant, mais c'est marrant, devant le portail. Et là, badaboum, méga scène incroyable, ultra charismatique, un petit peu kitsch, mais tellement 40K-esque. Vous avez Marneus Calgar qui ramène son petit cul de son Thunderrock avec ses gros bolters sur ses gros gantelets d'ultramar et qui défouraille tout en mode « Eh salut les gars, vous m'avez attendu, eh ben je suis là, maintenant ça peut reprendre ». Et hop, après tu suis Calgar et ça va défoncer un petit peu tout le monde. Et d'un seul coup, c'est plutôt efficace, hein. Calgar, il sait y faire, hein. Il va donc motiver les troupes plus et vous allez avancer droit devant vers la faille, c'est assez énervé. Avec un grand dude du changement au fond là qui tape un petit peu sur tout. Malheureusement vous le faites pas celui-ci, il y en aura un autre un peu plus tard mais pas celui-ci. C'est très stylé. Après donc vous avancez, vous cassez du chaos, hein, à plus savoir qu'en faire. Et quand vous arrivez enfin à fermer un petit peu tous les portails, eh bien le machiavélique ennemi qui est là depuis le début et qui a tout manigancé s'enfuit et ça plaît pas à Calgar qui a la bonne idée de lui courir après dans le monde du warp. Et donc du coup, vous allez pas laisser votre maître de chapitre tout seul là-bas, il faut bien évidemment aller le chercher. Et là, bon, j'ai trouvé ça un peu con de la part de Calgar, mais on arrive dans un des niveaux les plus beaux que j'ai trouvé dans toute cette campagne, c'est le niveau de fin, avec tous ces petites incantations qui flottent de partout, ces moments en fait au final qui sont complètement stoppés avec des moments de bataille que vous avez sur le côté, tout le warp derrière et tout ce qui flotte dans tous les sens, c'est vraiment magnifique, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très joli, visuellement très joli, et puis ça va vous amener bien évidemment au boss final que vous allez pouvoir défoncer, qui va vous invoquer sur la tronche rien de moins qu'un petit duc du changement, hein, voilà, mais ça ira, il mourra, il s'appelle le boss final, vous lui pétez la gueule, et puis après vous arrivez du coup sur la fin, vous rejoignez Calgar, petite cinématique de fin extrêmement jolie, où vous allez lui retourner l'artefact, et ça va donc le tuer, et hop là, terminado.
Petite chose assez intéressante, c'est qu'au niveau de l'épilogue de la campagne, eh bien, notre ami Marneus Calgar dit qu'il a besoin de Titus sur une autre compagnie, donc puis la deuxième, peut-être que le retour de Capitaine Titus pour une autre compagnie un jour, avec une figurine officielle et tout, pourquoi pas, je sais pas, j'ai envie de dire, on peut y croire. En attendant, ça nous tease fortement un Space Marine 3 qui pourrait sortir, eh bien, je ne sais pas quand, mais en tout cas, très hâte que ça sorte. Et voilà, c'était mon petit test aussi complet que possible pour Space Marine 2, un jeu que j'ai vraiment apprécié et que je continue d'apprécier dans le PvP un petit peu tous les jours. Petite anecdote, j'ai interrompu 2 fois le tournage de cette vidéo pour faire des parties. En fait, à la base, j'avais interrompu pour aller vérifier les classes et je me suis dit tiens, je vais peut-être lancer une petite partie, et j'ai interrompu une deuxième fois pour aller vérifier les missions et j'ai lancé une petite partie. Un jeu vraiment sympathique, qui est très bien fait, vraiment bien fini, avec aucun bug. Je n'ai vu que 3 bugs pendant toute la campagne. Ce sont des bugs visuels avec des carnifex pas très bien modélisés de loin. C'est quand même un petit peu vraiment chercher la petite bête de ma part, parce qu'on est sur des trucs qui sont sur le côté, que vous n'êtes pas censé regarder et que j'ai regardé avec une lunette. Et sinon, à la toute fin, on a eu un petit bug visuel aussi avec les petites spalières des Space Marine qui se sont mis en mode T-pose, c'est-à-dire toute droite. Va savoir pourquoi. Mais à part ça, je n'ai eu aucun bug dans tout le jeu. Si ce n'est de temps en temps des petits bugs, mais qui sont pas en fait vraiment des bugs, c'est pendant les PvE et ou les PvP. Des fois vous avez des petites téléportations, mais ça dépend en fait de la connexion des gens avec qui vous êtes. C'est-à-dire que vous faites en fait téléporter d'une place de quelques mètres, mais c'est vraiment quand vous êtes avec des gens qui ont une connexion vraiment nulle. À part ça, aucun bug. Space Marine 2 est vraiment très jouissif, vraiment très sympathique. En tant que fan de Space Marine 1, de l'univers de Warhammer 40 000, j'ai beaucoup adoré et j'espère que vous adorez aussi. Je lui mettrai bien un petit 9 sur 10 facile. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, pensez à vous abonner et à bientôt. Ciao ciao.